Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau décryptage tactique. Aujourd'hui, l'attaque des Dallas Mavericks sur ce match 2 des finales NBA. Une attaque qui, une nouvelle fois, a été largement insuffisante. Mais alors, quels sont les mots de cette attaque? Pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Et essayons de décrypter tout ça. Donc, on y va et vous allez voir que première position du match, hop, on fait pause. Pourquoi? Parce que c'est notamment ajustement entre guillemets, ou en tout cas le point central de ce match 2, ça a été de cibler plutôt des petits, plutôt extérieurs, plutôt que Horford qui avait été beaucoup ciblé au match 1 et ça avait débouché sur des isolations Doncic, Horford et des pull-ups à 3 points assez peu efficaces. Donc là, on va essayer de cibler. Vous voyez qu'on arrive à provoquer le switch et on obtient le mismatch un plus petit. Et en effet, Doncic va scorer au panier, il va sur son spot à mi-distance et il va scorer au panier. Donc ça c'est bien et on va essayer d'insister un peu là-dessus. Là de nouveau, hop, pick and roll sur le côté, vous l'avez vu, entre Washington, PJ Washington et Derrick White, si j'arrive à trouver mon contrôle, voilà. Hop, on obtient le switch, encore une fois, pardon. Et puis on attaque en 1 contre 1 et on va au panier. Et voilà. Et là, effectivement, c'est le genre de tir et de création, de séquence de création que Irving ne mettait pas forcément sur le match 1. Il a eu des lay-ups comme ça qu'il a un peu manqué. Donc là, ça fait plaisir de voir que on a ce shot making, pas non plus aléatoire, mais voilà, on retrouve le talent. À noter aussi tout de même, regardez à quel point est-ce que Tatum bouche l'espace, fait un stunt, comme on dit, un stunt, S-T-U-N-T, si vous voulez une aide assez agressive par rapport à Derrick Jones Jr. qui a abandonné à 3 points. Et il vient rétrécir le terrain, voire même le boucher carrément, parfois. Et donc voilà, deux drives consécutifs, 2 fois on attaque Derrick White et ça marche. Et puis un troisième où cette fois on va cibler sur le côté. Voilà, on vient se mettre sur l'aile. Le switch pour avoir Horford. Horford attend bas, là au niveau de son switch, il sort pas agressivement sur le switch. Donc on a un petite bulle d'air. On tente le step back à 3 points et en fait non, ça kick out. Et PJ Washington met ce 3 points avec, là encore, vous notez, si je reviens en arrière, hop, le stunt, le dézonage, on peut appeler ça comme ça aussi, dézonage de Jrue Holiday qui reste pas sur le shooter assez haut mais qui est prêt à aider en tête de raquette à boucher l'espace au cas où il y a un nouveau drive. Et donc, kick out, tir à 3 points ouvert, et c'est vraiment la clé pour moi de cette attaque de Dallas, c'est que à un moment donné, il va falloir tous les mettre, hein, ces tirs-là, pour punir le dézonage et le quadrillage du terrain de la part de Boston qui est absolument fantastique. Mais clairement, on est sur des séquences de jeu, pour l'instant, 2 matchs où Boston ne respecte pas le spacing de Dallas et ils ont plutôt raison. De nouveau, on va cibler cette fois, hop, on va cibler Horford. Donc, Jrue Holiday, on amène un écran, on amène Horford. Avec toujours pareil, on n'a même pas à préciser, mais Boston arrive un peu à gagner la guerre du pick and roll. Pourquoi? Parce que leur pivot, que Doncic aime cibler, donc Horford ou Porzingis, leur pivot défend Jones Jr. et ne défend pas Gafford. Parce que le problème, c'est que si ça défend Gafford, on retombe sur le pick and roll classique de soit le drive, soit le alley-oop, et donc c'est une situation un peu ingérable. Donc qu'est-ce qu'on fait? Ajustement au niveau des match-ups, vous le savez, on met Tatum sur le pivot et on met Horford sur un poseur d'écran qui est moins bon, qui Jones n'aura pas la verticalité et les centimètres pour rouler au panier avec la même menace, ou qui a pas non plus le pick and pop. Donc voilà, ça permet un peu de neutraliser tout ça. Là en l'occurrence, on a un switch et on a Doncic qui arrive à pénétrer assez loin dans la raquette. Voilà. Et bon, pas de spacing, mais au moins il va sur son spot à mi-distance, et puis il prend le mi-distance. C'est manqué, mais pour le coup, ça je préfère. En tout cas, j'aime bien, je trouve que c'est quand même mieux que ce qu'on a vu sur le match 1, où ça se contentait un peu trop facilement ici de pull-up à 3 points. Là au moins, on va à l'intérieur. Bon, l'espace est bouché, c'est pas grave. On revient, et le petit pull-up à mi-distance en tête de raquette, ça va, c'est quand même son tir à Doncic, donc c'est plutôt pas mal. J'aime plutôt ça plutôt que le pull-up à 3 points. Et puis un autre aspect, même si le panier va être manqué, voilà, vous avez vu, un autre aspect que j'ai bien aimé, même si peut-être pas assez, c'est ce qu'on appelle le bully ball. Alors le bully ball, donc le fait de bully, un B-U-L-L-Y évidemment, mais d'essayer de punir un peu sur le côté physique et frontal. Et donc là en l'occurrence, de quoi on parle? On parle de Boston qui, on l'a dit, joue avec les match-up de pick and roll, les match-up défensifs. Donc encore une fois, Horford non pas sur le pivot mais sur Jones Jr. Mais aussi, on a autre chose. On a donc Tatum sur le poste 5 et Brown qu'un ailier, évidemment on le met sur le poste 1 entre guillemets si vous voulez, Doncic, mais bref, on a cette conséquence de Derrick White et défend PJ Washington. Et donc c'est là où je pense qu'il y a un truc à gratter, et là on le voit, c'est-à-dire que là on est seulement sur une attaque de close-out, mais vous voyez que quand ça va au panier, il a la puissance, il a la taille pour aller au panier. Et en effet, je pense que ce côté, si Boston veut jouer avec les match-ups, il faut qu'on les punisse. À mon avis, c'est un peu primordial, parce que tu peux pas les laisser s'en sortir avec juste ce jeu des match-up où ils arrivent à tout dicter de par qui mettre sur qui en fonction des écrans. Non, tu peux aussi attaquer frontalement. Donc là, en l'occurrence, le layup est manqué à la fin.
Mais ce que j'aime bien, c'est cette agressivité pour non pas prendre le 3 points, mais hop, on attaque et on rentre dans l'art du plus petit. Et effectivement, Derrick White, il est bien gentil, mais il peut pas contenir un drive de PJ Washington. Donc ça, j'aime bien, et j'aimerais bien le voir encore un peu plus sur le reste de la série. On l'avait vu un peu match 1, un peu match 2. Ce serait bien de le voir un peu plus. Et puis, retour, non pas de vestiaire, puisqu'on est encore premier quart-temps. Mais hop, qu'est-ce qu'on fait? On va cibler Tatum. Ça a aussi été un point central de ce match-là. C'est beaucoup aller cibler Tatum. Pourquoi? Encore une fois, c'est pour pas cibler Al Horford, mais plutôt aller chercher un extérieur. Le fait est que Tatum est un très bon défenseur, mais c'est pas non plus quelqu'un qui en premier rideau et tout seul peut stopper Doncic, et en même temps personne ne peut. Et surtout, ça fait aussi, ça permet d'insister sur un côté fatigue et ou faute de la part de Tatum. Donc voilà, c'est un peu l'idée. Vous allez voir que ça va plutôt pas mal marcher pour le coup. Ce côté, on va cibler Tatum. Et donc là, en l'occurrence, voilà, on retombe sur ce qu'on disait, premier rideau. Ici, Boston ne vient pas aider parce qu'on se dit on va lui laisser une chance de défendre un contre un. Vous voyez qu'il n'y a aucune aide agressive qui se déclenche, pardon. Ici, ça vient pas forcément. Jrue Holiday non plus, ça vient pas forcément aider agressivement, alors que, aussi parce qu'il est sur un excellent shooter, donc c'est fait exprès de mettre Irving ici. Et donc, un contre un pur et dur, il va sur son spot, et il prend le flotteur dans la raquette. Voilà, c'est un peu le truc avec Doncic, c'est que, en premier rideau, il peut totalement punir même un mec comme Tatum, mais en fait, a priori, tout le monde du côté de Boston. Et puis, encore un turnover qui va, hop, ça se finit par des lancers francs. Mais cette fois, c'est Irving, pick and roll. Vous voyez, on sort du pick and roll en semi-transition. Là, on croit qu'on a une opportunité. Non, il y a Brown qui vient boucher l'espace. Ok, super. On revient, on retente sa chance. Cette fois, ça ne va pas switcher. Ça a aussi été un ajustement, ça, à côté Boston, c'est qu'il y a des fois, on ne switchait pas certains écrans. Là, en l'occurrence, quand ce qu'on fait, Jrue Holiday arrive à traverser, donc on ne switche pas. Et donc, Irving peut attaquer, mais regardez à quel point ça coulisse hyper bien de la part de Jrue Holiday, qui à la fin même, hop, il met la main, et il arrive à dévier la balle juste assez. Donc, magnifique défense de la part de Jrue Holiday. Et c'est aussi pour ça que la majorité du temps, on cherche le mismatch, dans cette série, même si on a des stars et des superstars, c'est que, pour le coup, autant Doncic, si face à n'importe qui en strict 1 contre 1, il peut les battre, autant Irving, c'est pas forcément le cas. Donc on essaie de rechercher le mismatch un peu pour ça. On y va, et de nouveau, vous avez vu, de nouveau Doncic qui appelle, on appelle l'écran, le voici, et on va chercher Tatum, on l'obtient, switch all automatique de la part de Boston. Voilà, et toujours sur 1 contre 1, et encore une fois, on va sur ce spot à l'intérieur. Et on le met. Voilà, ça ressemble beaucoup plus à ce qu'on a vu contre Minnesota, avec ce côté, même McDaniels, même Anthony Edwards, ils font pas le poids face à Doncic, Tatum non plus. Et ça, c'est vrai qu'on l'a peut-être pas vu match 1, ce côté isolation sur Tatum sur un extérieur, et on peut aller au panier. Après, quelle est la clé aussi, c'est que, vous voyez, encore une fois, il n'y a pas d'aide agressive qui se déclenche sur le drive. Donc ça va être un peu une clé. C'est pour ça que ça a aussi bien marché au début, ce ciblage de Tatum, c'est que ça venait pas aider. Donc strict 1 contre 1, oui, Doncic peut scorer. De nouveau, cette fois, c'est Irving qui va aller tester et qui va aller cibler Tatum. Et vous voyez que, hop, remise en jeu, on joue un peu sur le switch et on dégaine le pull-up à 3 points au moment où White et Tatum se passent la responsabilité du switch de l'un à l'autre. Ça dégaine, Tatum un peu manque de réactivité. Et voilà. Donc il y a un peu ce côté aller cibler Tatum pour soit le fatiguer, soit pour aller chercher des fautes, peut-être faire d'une pierre deux coups en fait. Et donc là, c'est pareil, c'est aussi quelque chose que j'aimerais un peu plus voir, c'est Boston joue avec les match-up. Encore une fois, Horford n'est pas sur le poste 5 d'Eric Lively, donc on pourrait se dire ça sert à rien d'attaquer ce pick and roll classique parce que non, la Boston va switcher et puis voilà, c'est tout décalage est neutralisé. Et en effet, c'est l'idée de Boston. Mais je pense que malgré tout, il y a quand même un intérêt à tout de même insister sur ce pick and roll 1-5. À mon avis, il faudrait le faire un peu plus parce que même si on n'a pas Horford, il y a moyen de créer quelque chose, il y a moyen de créer des trucs, même face à un switch all. En l'occurrence, là, vous voyez que qu'est-ce qui se passe? L'écran est posé, ça roule au panier. Jaylen Brown vient switcher sur Lively et Jrue Holiday est un peu en retard, donc on a un pull-up à 3 points qui est ouvert. Voilà, ça pour le coup c'est un bon tir. C'est pas du tout un pull-up à 3 points contesté sur isolation par Al Horford qui attend très haut et qui presse très haut. Non, là on est sur plutôt un bon tir pour Doncic. Donc voilà, je pense que ce pick and roll 1-5, il faut pas trop le délaisser. Il faut pas trop tomber dans je vais absolument cibler Horford ou Porzingis. Je pense que ça vaudrait le coup de continuer un peu à dérouler du pick and roll 1-5. Et là vous voyez d'ailleurs avec un ajustement que j'aime beaucoup aussi, qui sont les écrans posés extrêmement haut. Ici, pick and roll au niveau de la ligne médiane. Pourquoi? Parce que justement, on insiste sur ce pick and roll, sachant que ça va switcher, mais le truc c'est que vu que l'écran est posé très haut, vous voyez tout l'espace que Tatum a dans son dos, et donc on a un Doncic qui va arriver lancer. Ok, ça va switcher si tu veux, sauf que Doncic arrive lancer, il peut pénétrer, et cette fois il y a une perte de balles malheureusement. Mais j'aime bien en tout cas l'idée de ce côté écran posé très haut pour aller attaquer même un switch, parce que même un switch ça peut être mis à mal. Il y a toujours des erreurs par-ci par-là, ça peut être confus, donc ça vaut le coup d'insister.
Là encore, on va cibler Tatum une nouvelle fois. Irving qui prend la balle, voilà, on cible, on a le switch et on attaque directement. Et la clé de l'action, c'est ça, c'est Maxi Kleber. C'est pour ça qu'on a fait ce système. En fait, regardez, hop, on met exprès Maxi Kleber, le shooter, dans le corner, parce que on sait que ici on va faire un pick and roll, un switch, et que ça va driver vers là. Donc on sait que Boston, comme au match 1, ils vont délaisser Kleber pour aider à l'intérieur. Donc le but du système là, c'est on sait que ça va aider. Regardez à quel point parce que Irving passe très tôt. Hein, c'est pas quand l'aide est sur lui, il passe très tôt, parce qu'il voit ce que Dallas avait prévu, le dézonage. Sauf que le problème, c'est qu'il met pas le tir. C'est un peu le problème. C'est tout le problème, c'est qu'on avait parlé un peu de Kleber comme poste 5 qui peut déverrouiller pas mal de choses de par son spacing. Bah là c'est exactement ça. On a Porzingis sur lui qui va forcément l'abandonner pour aider au panier. Il faut être capable de punir. Là c'est pas trop le cas. Première action, vous allez voir que on va même faire le back-to-back avec un autre système de jeu sur un rebond offensif et Dallas va avoir une autre opportunité. Hop. Possession d'après. Qu'est-ce qu'on fait? On fait un pick and roll avec un empty pick and roll, pardon. Empty, pourquoi? Parce que littéralement le corner est vide, empty. Et quel est le but en fait? C'est que Porzingis, lui, ne va pas switcher. Donc déjà l'écran est posé très très haut. Porzingis qui communique, voilà, on va rester à 2 sur le ballon. Plus le stunt d'ailleurs de Derrick White, vous voyez ici, mais bref, sur le pick and roll, 2 sur le ballon. Mais comme on a tout ce quart de terrain qui a été libéré, on a le pick and pop qui est totalement libéré. Et là, personne peut faire une rotation depuis l'aile, depuis le corner pour compenser le fait qu'on est 2 sur le ballon. Voilà, 2 sur le ballon sur le pick and roll parce que Porzingis ne veut pas switcher. Donc, on a ce pick and pop qui est libéré totalement facilement. Sauf que, là encore, le tir est manqué. Donc c'est vraiment dommage parce que vraiment je pense qu'un Maxi Kleber, le vrai Maxi Kleber qui a mis, bon peut-être pas forcément 60% de ses 3 points, mais un Kleber qui est à 38, 39%, 37, 38 comme il est capable d'être, et qui sur un match peut en mettre 3, 4, 5, bah ça peut aider quoi. Ça peut aider. Là c'est pas le cas alors qu'on a appelé de système en back-to-back pour son pick and pop et qu'on a libéré exprès des systèmes pour ça. Il les a pas mis, c'est dommage. De nouveau on enchaîne avec le pick and roll 1-5, on reinsiste avec ce pick and roll 1-5, même si ça switch en l'occurrence. Donc qu'est-ce qu'on fait? Le mismatch, on attaque Tatum encore une fois. Cette fois Boston est beaucoup plus agressif, hein. Vous voyez la différence avec les positions qu'on a vues tout à l'heure. Regardez Jrue Holiday, hop, qui va venir aider, c'est même pas un stunt, hein. Il abandonne complètement Derrick Jones pour venir aider dans la raquette, sauf que faute et lancer franc. Mais voilà, vous voyez l'ajustement, c'est qu'on commence finalement, hop non c'est pas là, l'ajustement c'est qu'on commence finalement à venir aider sur l'isolation Doncic Tatum, parce que on sait bien que Tatum, il a beau être grand, il a beau être très bon défenseur, il peut pas arrêter Doncic, mais en même temps personne ne peut le faire en 1 contre 1 quasiment en NBA. Donc voilà, de nouveau, hop, le switch, on va chercher Tatum, hein, vous l'avez vu, si j'arrive à trouver le bon bouton, voilà, super. Tatum, isolation, ok, on attaque, et on le met. Bon, il y a aussi une donnée de shotmaking assez intéressante. Hop, c'est où? C'est là. Le voici. Et puis là encore, hein, on peut noter Kleber qui vient s'échapper, qui se met ici en spacing. Sauf que Porzingis ne le respecte absolument pas. Alors que pourtant, Kleber est censé être un shooter. Hein. Donc c'était un peu l'idée, c'est qu'on pouvait s'attendre à ce qu'il y ait un peu plus de menaces de 3 points. Sauf que ça n'a pas été le cas au match 1, ça n'a pas été le cas au match 2 non plus. On a ce côté où en fait Porzingis abandonne complètement Maxi Kleber sans aucun regret. Donc là, en l'occurrence, effectivement, heureusement, Doncic met son tir, donc super, hein, sur isolation. Mais bon, le panier était bouché parce que Porzingis abandonne complètement Maxi Kleber. De nouveau, hop, ça vient cibler Tatum, le voici. On va l'attaquer et vous allez voir que les schémas de dead vont commencer à être de plus en plus agressifs. Voilà, ça vient aider au panier et perte de balle parce que nulle part où aller. Donc Boston qui commence enfin à s'ajuster parce que en fait on se rend compte que non, si on le laisse en 1 contre 1 strict, Doncic, Tatum ça marche pas. Donc là l'aide au panier qui va venir avec encore une fois. Hein, vous voyez qu'on joue sur les match-up avec Porzingis qui est sur un autre non-shooter entre guillemets, même si Josh Green est capable de shooter, mais quelqu'un en tout cas qu'on est content d'abandonner. Et donc on met Porzingis sur celui-ci, on le fait aider, il bouche l'espace au panier avec en plus ici un stunt côté fort de la part de Sam Hauser parce qu'on respecte pas forcément la passe et le 3 points à une passe près de Derrick Jones. Donc un stunt plus bouché au panier, l'espace est bouché au panier par Porzingis, c'est parfait. Voilà comment est-ce qu'on s'ajuste pour protéger le switch finalement. Et là qu'est-ce qu'on fait? Vu qu'on sait que ça switch, on change de tactique, on va attaquer cette fois Porzingis avec un side pick and roll, donc pareil que empty ici, personne dans le corner, mais plutôt que rentrer vers l'intérieur comme une empty action en général, side c'est on part sur le côté vers un corner qui est vide encore une fois. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que Porzingis ne veut pas switcher. Donc, qu'est-ce qu'on fait sur ce genre de side pick and roll côté Boston? On l'a déjà vu au match 1. Ça fait un hard edge. Donc, ça monte assez haut pour faire une espèce de prise à 2. Sauf que
Doncic arrive à s'échapper et le pull-up. Donc c'est un peu l'idée aussi d'attaquer à ce point beaucoup Porzingis, c'est que on sait que ça switche pas. Donc il y a Jrue Holiday qui va être pris dans l'écran, sauf que Porzingis ne prend pas la responsabilité et donc il faut que Jrue Holiday revienne. Bref, switch égale aucun décalage. Donc quand il n'y a pas switch, on a forcément un décalage quelque part. Donc là c'était dans la poche pour le petit pull-up à 3 points. Et puis on enchaîne après Tatum, on va cibler frontalement Jrue Holiday. On obtient la faute. Voilà, c'est aussi le problème. Hop, c'est où? C'est là. C'est le problème avec Doncic, c'est qu'il est tellement grand, tellement imposant et tellement bon aussi que un contre un peu strict, quand ça déclenche pas de rotation et d'aide pour le forcer à lâcher la balle, c'est un peu compliqué. Donc là, il obtient des lancers francs, tant mieux. Nouveau pick and roll, on obtient le switch cette fois-ci. Irving, Gafford, ici même. Voilà. Donc un plus petit sur Gafford, est-ce qu'on va arriver à le servir ou pas? C'est pas l'idée. Et là on arrive sur la très très belle séquence défensive donc de Jaylen Brown sur Irving. Je sais pas si vous vous souvenez, elle a beaucoup tourné, je peux la laisser tourner, mais ce qui est un peu notable, mine de rien, c'est que, je sais pas si vous le voyez déjà, mais on n'est pas strictement à 1 contre 1. Alors déjà en plus peut-être qu'il y aurait une faute qui n'a pas été sifflée. Irving est un peu surpris, mais surtout vous allez voir qu'on n'est pas un strict 1 contre 1. On a toujours, encore et toujours, Boston qui protège son switch ici, donc avec un Sam Hauser qui va dézoner par rapport à Washington. Là, le but, côté Dallas, c'est on met tout le monde du même côté, comme ça on est à peu près sûr de libérer ce quart de terrain. Sauf que vous allez voir que Jaylen Brown fait un pressing très haut et Jaylen Brown défend très bien en effet. Mais vous voyez ici, le stunt par rapport à Washington, Sam Hauser qui dézone ici. Et donc là, hop, quand Irving fait son crossover, il peut pas complètement attaquer main gauche parce que voilà, donc il est obligé de revenir ensuite de nouveau main droite. Jaylen Brown, très bonne défense, bon, sauf à la fin le petit contact. Mais voilà, on a aussi ce quadrillage du terrain qui est très bien fait et qui part aussi du fait que Dallas n'a pas non plus des top shooters. Donc ça permet de faire ces stunts, ces aides, ces pré-rotations qui viennent complètement boucher les 1 contre 1 de à la fois Irving et Doncic. Alors que là, vous avez vu encore une tentative de bully ball qui n'a pas marché. Hop, si on remonte ici, voilà, pick and roll. On va obtenir le switch ou pas. Non, pas ici. Irving qui va attaquer et qui finalement laisse la balle à Washington. Et là, on est typiquement sur ce match-up, cette différence de match-up où Washington est quand même plus gros et devrait attaquer, devrait arriver à bully un plus petit, sauf que la raquette est totalement bouchée. Donc là, c'est pas tant le fait de pas exploiter ce match-up-là. En effet, sur le close-out et sur l'attaque de close-out, il attaque, il va dans la raquette. Sauf que regardez, Kleber pas respecté par Porzingis, encore une fois, regardez à quel point. Enfin, voilà, dans l'idée, je pense que Dallas aurait espéré qu'un shooter capable comme Kleber soit plus respecté. Là, c'est pas le cas du tout. Et puis même Josh Green, qui est pas respecté par Alford, ce qui donne ses raquettes complètement congestionnées. On attaque avec le deuxième carton, le retour de Doncic, et vous avez vu un petit système pour lui libérer une position en tête de raquette, c'est parfait, et on a le panier. Donc qu'est-ce que c'est ce système? Vous l'avez vu beaucoup tourner, je pense. C'est un système qui s'appelle Option. Donc pourquoi? Parce qu'on a une option vers le haut, une option vers le bas. C'est le genre de système dans cette configuration, on le voit ici, mais il y en a plein des systèmes comme ça où on a soit une option de partir d'un côté, par exemple sur des floppies, on a des options avec un côté ou alors l'autre. Tony Parker le faisait beaucoup aux Spurs, d'ailleurs ce système-là. Donc là on arrive à libérer et ça switch sur l'écran, vous voyez, Jaylen Brown qui est sur Doncic, ça switch, on obtient le mismatch qu'on veut. Et donc là voilà, avantage de taille en tête de raquette, assez proche du panier, c'est ce que veut Doncic, on tire par-dessus, on score, c'est parfait. Excellent play call de la part de Jason Kidd. On enchaîne, même système, mais cette fois, plutôt que l'option, je remonte ici, c'est l'option, hop, je me faufile dans le corner. Et donc, Jaylen Brown qui est perdu parce que lui, cette fois, il s'attendait à remonter ici. Vous voyez, il passe sous l'écran parce qu'il s'attendait à parce que ça remonte ici. Et en fait, non, on prend l'autre option, non pas l'option qui monte, mais l'option qui s'écarte vers le corner. Et bingo. De nouveau, même système encore une fois, sauf que troisième fois, vous voyez Jaylen Brown qui reste bien accroché, il se dit non, cette fois, je vais pas me faire avoir. Donc, je reste bien accroché. Cette fois, voilà, on n'a pas de switch, on n'a pas de mismatch, mais Doncic peut attaquer en sortie de dribble dès la réception du ballon. C'est un peu la clé, c'est qu'on n'est pas sur une situation statique. Hop, là dès la réception du ballon, militant d'avance. Vous voyez que Jaylen Brown se jette un peu là. En tout cas, il est pas bien placé et donc on peut attaquer avec un temps d'avance. Et puis côté fort aussi, qu'est-ce qu'on a mis? On met Irving, le meilleur shooter, ce qui fait que Derrick White, il peut pas abandonner ici à une passe près parce que non seulement c'est un excellent shooter et qu'en plus il y a personne pour compenser. Donc un côté fort qui est isolé avec un seul bon shooter pour dissuader les aides, ça marche. On attaque en sortie de dribble, après du mouvement, dans la raquette, un petit pull-up, et badaboum. Voilà le tir, le genre de tir que Dallas n'était pas forcément arrivé à générer dans le match 1, et qui là marche totalement, alors que là, de nouveau, on va cibler Pritchard, ça ne marche pas trop, et je sais pas si vous l'avez vu, mais on a la même tactique que match 1, c'est-à-dire que isolation face à Pritchard, on a le blitz qui va se déclencher
Alors là, il y aura pas besoin, il se déclenche assez tard. Là, vous voyez que hop, on est prêt à venir faire un blitz, une prise à 2, sauf que Irving s'échappe de l'autre côté. Et ça fait un panier manqué, mais c'est un peu dommage. Alors c'est vrai que non seulement Irving est capable de mettre ce genre de pull-up, normalement c'est compliqué, c'est contesté, mais c'est aussi son truc, il est capable. Le truc aussi, c'est que la raquette est bouchée, quoi. Donc là, on libère tout un quart de terrain, mais sauf que aller au panier, ça semble assez compliqué parce que, regardez. Donc là, vraiment, on compte sur le fait qu'il est capable de mettre le pull-up. En l'occurrence, c'est pas trop le cas. Donc des options limitées. Et en plus, le shot making était pas tout le temps là pour Irving. Enfin, depuis le début des finales d'ailleurs. Donc c'est un peu dommage. De nouveau, on essaie de repartir en attaquant Tatum. Hop, ici même. Donc pick and roll 1-5. Même si le 5, c'est pas Porzingis, c'est Tatum qui défend. C'est pas grave. Switch all. Le mismatch. Tout un quart de terrain. Là encore pour Doncic. Et là encore, voilà, là on retombe un peu sur c'est ce que j'avais pas trop aimé moi au match 1, c'est-à-dire isolation, on obtient le switch qu'on veut, mais on l'attaque pas en sortie de dribble et on va pas créer des problèmes dans la raquette. Non, on prend le pull-up et en plus le pull-up contesté, c'est pas top. Il est capable, hein, évidemment, de mettre les pull-up à 3 points, vous le savez. C'est juste que quand tu obtiens ce switch ou ce mismatch ou ce match-up que tu as envie d'attaquer, quand tu le punis pas et que tu te contentes de prendre le pull-up, c'est un peu jackpot pour la défense parce que, bah oui, c'est un tir facile à défendre et ça ne vient pas créer autant de problèmes à l'intérieur. Alors que là, Doncic, il y a une tête qui vient sur lui. Vous avez vu la passe magnifique qui se déclenche. Malheureusement, le tir manqué par PJ Washington. C'est le thème aussi, hein, pour Dallas. On l'a même pas dit, mais efficacité à 3 points qui a été abyssale pour le deuxième match consécutif. Donc ça n'aide pas. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Poste bas, sauf qu'on a vu que poste bas en 1 contre 1, ça marche pas. Donc qu'est-ce qu'on fait? On déclenche une aide. Voilà, même je vous le dis, on peut pas se permettre de le laisser en 1 contre 1 au poste bas. Et donc qu'est-ce qu'on fait? Doncic qui manipule, patiente. Et puis là, la passe absolument incroyable, je vais la mettre au ralenti. Passe complètement folle. Et malheureusement, Washington qui manque le 3 points. Voilà, la passe est quand même assez folle et c'est un peu tout le problème, c'est que pour Boston, bah, tu veux pas trop le faire non plus, mais t'es un peu obligé de faire des prises à 2 sur Doncic parce qu'il est trop dangereux au scoring. Donc t'es un peu obligé de faire des prises à 2 et après, le truc c'est que si t'as une prise à 2, ça veut dire que t'as quelqu'un qui va être libéré. Tout le truc, ça va être d'essayer de punir ça. Alors que là, on continue de faire jouer Luka Doncic off-ball, sans ballon, avec un stagger set, comme on dit. Et pourquoi? Parce que ça permet de le faire attaquer en sortie de rythme, en mouvement. Malheureusement, ça n'a rien donné. Mais donc, stagger set, qu'est-ce que c'est? C'est 2 écrans stagger, donc littéralement empilés. 2 écrans ici, avec une twirl option, c'est-à-dire que le shooter prend pas les 2 écrans, il en prend seulement un. Il coupe entre les deux. Et c'est le premier poseur d'écran qui remonte à son tour. Voilà, twirl, stagger twirl. Là encore, ça permet de donner un temps d'avance. Et Doncic peut attaquer à la réception du ballon avec un mini temps d'avance, on peut le driver, mais là encore, toujours pas le spacing pas respecté avec un stunt côté fort, et Tatum qui abandonne Kleber aussi. Donc voilà, 3 contre 1, bah oui, je lâche la balle, hein, c'est comme Tatum de l'autre côté. S'il y a de l'aide, je suis obligé de lâcher la balle, et on retombe sur du post-up. Doncic, Tatum, là encore, hein, l'espace bouché par le stunt et une faute pour Boston. Donc Dallas n'a pas pu aller au bout de la possession puisque une petite faute qui vient interrompre tout ça. Mais voilà, on voit bien aussi ce côté donc spacing pas du tout respecté côté Dallas, et ce qui permet de stopper même les bons systèmes de Dallas qui met en mouvement Doncic et qui donne ce temps d'avance. Ben non, en fait, tu te retrouves avec 3 sur le ballon parce que t'as pas assez de bons shooters qui ne sont pas respectés du tout. Donc c'est le plan de jeu. Hop. Voilà pour la fin de la possession. Et puis on avance donc. Doncic, balle à Maxi Kleber. On va cibler Tatum si on arrive. Voilà, le switch est ici. Qu'est-ce qu'on fait? On va dans la raquette. Sauf que là, l'aide se déclenche. Et le 3 points ne rentre pas. Voilà l'ajustement par rapport au début de match. C'est ce côté, on donne le switch Tatum, Doncic, ok. Sauf que on commence à le protéger beaucoup plus proactivement, beaucoup plus agressivement. Et donc là, c'est déjà l'espace est bouché à l'intérieur ici à cause de Kleber. Mais bon, Doncic arrive à pénétrer mine de rien. Et surtout, donc cette prise à 2 qui se déclenche dans l'angle mort de Doncic, qui force le kick-out. Voilà, tu peux pas attaquer Tatum, t'es obligé de kick-out. Et surtout, tu kick-out sur un shooter qu'on est content de laisser shooter, donc tant mieux. On avance et cette fois on a essayé de cibler Pritchard, sauf que ça n'a pas switché. Donc on va attaquer Jaylen Brown, on va jusque dans la raquette, la passe magnifique encore une fois, et encore une fois le tir qui est manqué. Alors heureusement rebond offensif et layup, donc tant mieux. Mais là on est typiquement aussi sur ce côté manque de spacing, hein. En tout cas pas respecter tout. Vous voyez, regardez Joe Holiday à quel point il abandonne Josh Green, et il va même l'abandonner complètement puisque sur le drive, Doncic fait la différence ici, ça vient aider complètement.
Voilà, c'est pas... D'habitude, c'est le Lomen ici qui doit venir aider. Et puis Jolidet gère le 2 contre 1 ici. Mais là, on fait pas ça. Le Lomen reste attaché sur Irving. Et par contre, c'est le non-shooter qui est abandonné à 3 points. Et donc là, 2 contre 1, la passe est facile. Le 3 points ouvert dans le corner, mais c'est juste que ça ne rentre pas. Donc c'est un peu dommage, malheureusement, pour Dallas. Et on voit bien ce côté, Boston ne respecte pas le spacing. Et ça marche parce que ça permet de mieux contenir Doncic. Là, encore une fois, avec toujours ce positionnement de Jolidet qui est très très proactif. Hop, j'abandonne complètement le shooter, le non-shooter, en tout cas le shooter un peu plus moyen à 3 points, sauf que cette fois tu l'abandonnes peut-être un peu trop, et donc il y a un cut dans le dos assez facile pour le coup. Doncic qui fait la différence, il obtient le switch ici sur Horford, voilà, écran posé très haut, et on cut the stunt comme on dit. Donc le stunt c'est ça, et il vient couper dans le dos, il cut the stunt, il vient dans le dos, magnifique passe d'ailleurs évidemment de la part de Luka Doncic. On avance, Irving cette fois-ci, qui à son tour va aller cibler Tatum. Qu'est-ce qui se passe? Tu peux si tu veux, tu peux essayer en tout cas, mais on va quadriller le terrain, on va aider sur ce 1 contre 1, et regardez donc qu'est-ce qui se passe. Alors Ford, Jolidet dans la raquette, et même le stun côté fort de la part de Jaylen Brown. Donc voilà, en effet on a le mismatch, sauf qu'il peut pas aller jusqu'au panier, il est obligé de se contenter du pull-up, parce que vous voyez que Jolidet est sous le panier, donc il empêche le drive jusqu'au panier, et puis même côté fort on a Jaylen Brown qui vient aider sur un stunt. Donc on arrive à limiter Dallas sur ce genre de pull-up un peu compliqué à mi-distance, plutôt qu'un lay-up très rentable au niveau du panier. Alors que là, de nouveau, pick and roll, on cible Tatum, le voici. Tatum est pas forcément un moins bon défenseur que Brown, hein. Moi je pense que c'est même l'inverse, mais comme dit, le but de la stratégie, c'est vraiment de cibler pour le côté fatigue et faute, parce que de l'autre côté, c'est un peu lui qui nous fait mal en attaque, évidemment. Donc vu que c'est le meilleur joueur d'assez loin, forcément on va le cibler pour essayer de le fatiguer ou de faire des fautes. Et de l'autre côté, donc une fois qu'on a obtenu le premier switch, qu'est-ce qu'on fait? On va cibler Porzingis aussi cette fois-ci sur un side pick and roll qui part vers le côté, personne dans le corner, on cible 2 sur le ballon. Et pourquoi 2 sur le ballon? Parce que on a cette valve de décompression, c'est le pick and pop qu'on est content de concéder. Voilà, c'est un peu toute l'histoire de ces match-up, avec Porzingis qui est sur un non-shooter de pick and pop et un non-rollman, comme on dit. C'est-à-dire que là, d'habitude, Lively, pour faire reculer Porzingis ou alors pour punir Porzingis d'être aussi haut, Lively ou Gafford pourraient rouler dans le dos et aller au panier, aller hoop. Sauf que là, Jones n'a pas forcément cette verticalité, et en plus, pourquoi est-ce qu'on peut mettre la pression à 2 sur le ballon là et pas switcher? Parce que pression ici, parce qu'on peut la relâcher ici, on s'en fiche. Regardez d'ailleurs White qui fait pas du tout la rotation. Et donc 3 points ouverts concédés, mais on est content. 2 sur le ballon. White normalement devrait faire la rotation en tant que 3e homme dans le pick and roll, sauf que ça c'est face à un bon shooter de pick and pop. Sauf que là c'est pas le cas. Donc on fait pas la rotation, on laisse comme ça. Et puis on arrive à contenir Doncic grâce à ce jeu des match-up et donc à neutraliser totalement le pick and roll. Une nouvelle possession, Irving qui va attaquer frontalement du Derrick White, ça marche pas, le stunt encore une fois, vous voyez à quel point Jolidet il joue au safety défensif, il joue safety de NFL pour le coup cette fois. C'est vraiment le mec qui va n'importe où. Regardez à quel point il abandonne son shooter pour boucher le terrain. Et donc isolation, pull-up un peu compliqué parce qu'il y a nulle part où aller. Encore un très bon travail de la part de Jolidet en aide, et en premier rideau aussi notre ami Derrick White. Et là on arrive sur, comme dit, c'est pas parce que Boston joue avec les match-up que tu peux pas insister un peu plus avec des pick and roll, et notamment donc ce pick and roll avec l'écran posé extrêmement haut. Le voici. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que il y a tout cet espace où Doncic arrive lancé. Donc on sait pas trop quoi faire. Là au niveau de l'écran, Porzingis attend très très bas par rapport au niveau de l'écran. Sauf qu'au bout d'un moment, il est bien obligé de monter. Mais au niveau du switch, on sait pas ce qu'on fait. Et donc, ce qui permet à Derrick Jones Jr. de s'échapper complètement dans le dos. Et voilà, on a tout cet espace dans lequel on peut venir plonger. Donc ça libère un peu, ça facilite un peu la vie, parce que Jones, il a pas la verticalité pour, sur des petits espaces, aller plus haut que tout le monde. Et notamment plus haut que Porzingis. Mais par contre, dans de grands espaces comme ça, il arrive lancé. Confusion au niveau du ballon, on sait pas ce qu'on fait. Donc cette confusion permet de créer ce alley-oop. On enchaîne de nouveau. Pareil, même pick and roll. Hop, vous avez vu que Lively vient poser l'écran. Toujours, on attend très bas, sauf que cette fois, ça passe sous l'écran ici, parce qu'on n'a pas envie de se faire avoir. Première fois. Et puis pareil de nouveau, deuxième, et cette fois, le pull-up à 3 points est ouvert. Et badaboum. Donc voilà aussi comment est-ce que l'intérêt de jouer 2 fois de suite des mêmes systèmes, c'est que on court-circuite l'ajustement de l'adversaire. Donc là, en l'occurrence, ça restait très bas, et lui, et Jolidet, il passe sous l'écran, mais il se fait un peu avoir tout de même. Donc confusion, switch ou pas switch, et ça libère le roll de l'autre côté. Ok, et jouer de nouveau possession d'après, qu'est-ce qu'on fait? Ça passe sous l'écran, ça attend un peu plus bas pour pas se faire avoir par le roll, et donc tout le monde est plus bas,
Doncic, pull-up à 3 points. Magnifique. De nouveau, Irving, on va cibler Tatum, le voici. Et de nouveau, on va essayer d'y aller, mais il y a des aides qui vont se déclencher. En tout cas, on arrive à plutôt limiter un pull-up dans le périmètre, donc c'est un peu dommage parce que on ne va pas au panier. Mais en même temps, voilà, c'est aussi le fait que Boston a déjà montré qu'ils sont capables d'aider au panier au cas où il y a un drive qui se déclenche, mais surtout, c'est la différence entre Irving et Doncic, et que on a peut-être besoin de moins aider sur Irving, qui a moins ce côté implacabilité parce qu'il n'a pas la taille, hein, très simplement. Il n'a pas la taille, il n'a pas la charpente de Doncic qui peut aller au panier à volonté. C'est un peu moins le cas avec Irving. Lui, son truc, c'est plutôt les pull-ups en effet. Donc là, ok, il arrive à se libérer son tir. Mais bon, le problème, c'est que c'est un tir pas rentable. En plus, il est pas en forme, donc il le met pas. Mais voilà, c'est aussi l'historique de Boston qui est capable d'aider. Et en effet, au final, on s'en sort plutôt bien. Et autant le match-up Tatum, Doncic, je pense qu'il est plutôt à l'avantage Doncic sur du strict 1 contre 1. Par contre, le 1 contre 1 contre Tatum, Irving, bah non, en fait, c'est quand même un excellent team défenseur Tatum. Donc bah oui, même face à un plus petit Irving, bah, il défend très bien, vous voyez. Hein. Donc là, on est vraiment sur la philosophie il faut essayer d'impliquer, de fatiguer le meilleur défenseur, le meilleur attaquant adverse en défense. Sauf que avec Doncic, ok, avec Irving, c'est quand même un peu plus compliqué de le mettre vraiment à mal. Tatum est quand même très bon pour défendre l'isolation et le pull-up dans le périmètre notamment. Donc voilà, et cette fois de nouveau on va cibler Al Horford, une des rares fois du match où on le fait, sauf que vous avez vu que ça vient aider, ça fait des stunts, et en plus le bully ball ne marche pas, donc on recommence, pick and roll, on implique Al Horford, voici, on a le switch, pas de problème, donc on se dit on va pouvoir aider. Là vous voyez que on a déjà parlé, mais Irving, qu'est-ce qu'on fait? On met souvent Irving côté fort, tout seul côté fort, par rapport à, donc côté ballon, côté fort, par rapport au drive de Doncic, parce que comme ça, quand il y a un drive, soit le shoot de Irving dissuade l'aide, soit si l'aide se fait quand même, il peut punir à 3 points. Donc là, qu'est-ce qu'il fait? Il va vite se placer dans le corner. Sauf que le problème, c'est que Doncic ne part pas du tout du bon côté. Il part pas du tout de ce côté-là vers l'aide, trop tard. Et puis surtout un stunt ici, côté Derrick White qui vient abandonner PJ Washington. Et donc, bah oui, c'est pas vraiment un contre 1 là. Vous le voyez, hein, c'est pas un mismatch. Enfin, c'est un mismatch, mais c'est pas un contre 1. Là, il y a 2 mecs face à lui. Hein. Il y a quand même 2 mecs face à Doncic, donc il peut pas progresser, il peut pas aller sur ses spots ici à l'intérieur. Donc ça kick out. Et l'attaque du close-out agressif par Washington, pas de problème, il va sur son spot lui, et malheureusement layup manqué. Mais c'est dommage parce que dans l'idée c'est quand même très bon ce drive, plutôt que de prendre le 3 points, on agresse, on va au panier sur le close-out, un peu de punch sur close-out, c'est aussi la différence avec Andrew Williams, notamment par rapport au début de saison, mais sauf que le layup est manqué, donc c'est un peu dommage. Et puis, je ne sais pas si c'est pas sérendipité, on verra qu'il y a un deuxième exemple plus tard, mais un truc donc sérendipité, un peu découvert par hasard ou pas, mais on a un excellent ajustement, excellent contre-move à ce switch. Qu'est-ce que c'est? Alors en plus non, ça switch pas, mais par rapport au Z en tout cas, bah, qu'est-ce qu'on fait? Pick and roll, Irving qui attaque, sauf que c'est un contre-move non pas au switch pardon, mais au match-up, au jeu des match-up, c'est que Gafford est quand même beaucoup plus gros que Tatum. Certes, on met Tatum, pourquoi? Pour ne pas avoir Horford ciblé sur pick and roll et en défendant la meilleure menace de alley-oop de Dallas, ok. Mais sauf que il faut que Dallas puisse punir ça. Et Dallas est capable parce que Gafford est beaucoup plus gros. Donc qu'est-ce qui se passe? Le très très bon ajustement. Pendant que Irving fait son isolation et prend le pull-up, il vient s'installer, il prend la position préférentielle, hop, sous le panier. Et comme ça, petite passe par-dessus. Et lancer franc. Voilà, c'est vraiment un ajustement que j'aime beaucoup de la part de Dallas. C'est ça permet aussi de punir ce match-up avec un différentiel de taille, mais sans forcément aller sur du côté post-up frontal de Gafford. Allez, on donne la balle, tu dois créer face à Tatum. Non, là c'est vraiment tirer profit de la taille et de la puissance, juste sur une action au panier ou quand il y a l'aide qui se déclenche, hop, je suis sous le panier, j'ai la position et je peux avoir le layup ou alors les lancers francs. Donc c'est parfait. J'aime beaucoup ce move là pour finir la mi-temps. Nous voici donc sur la deuxième mi-temps cette fois-ci, et justement on y arrive, le post-up de Gafford, donc une première fois. C'est un peu le truc, hein, je sais que pas mal de gens le réclament et je pense qu'ils peuvent le faire, mais bon, c'est pas non plus recommandé de faire 20 post-up d'affilée de Gafford sur Tatum. D'ailleurs, c'est pour ça que Boston se permet de mettre Tatum sur Gafford. Il pourrait pas se le permettre avec Jokic ou avec Embiid ou d'autres mecs comme ça, évidemment. Donc c'est un peu tout le truc, c'est que on peut se permettre parce que c'est pas un bon score de post-up, mais côté Dallas, voilà, faut quand même essayer de temps en temps de le punir parce que il y a un tel différentiel que ça peut valoir le coup. Et là, ce qui est marrant, donc, c'est les deux positions jouées en back-to-back, vous allez voir. La première fois, qu'est-ce qui se passe? Hop, balle au poste bas. Tatum, regardez là, à quel point il est ancré au sol, à quel point il descend le centre de gravité pour avoir un leverage, pour avoir un centre de gravité plus bas et la puissance. Donc là, il est très très ancré au sol
est vraiment très bas sur les appuis pour bien repousser le contact parce qu'il sait qu'il doit être plus bas vu que il est moins costaud, donc bien ancré au sol. Mais donc, que fait Gafford, sachant que Tatum est bien ancré au sol, il attaque pas sur la puissance, hop, le spin move, je te prends à revers, vu que tu m'attends sur la puissance, hop, drop step, enfin spin move plutôt, et je vais au panier. La deuxième va venir plus tard. Qu'est-ce qui se passe ici? Juste un pick and roll. Voilà, Doncic qui s'installe face à Derrick White, sauf que l'aide se déclenche, donc kick out, ça attaque, le close out, ça prend le flotteur, donc ça c'est très bien. Mais vous voyez aussi que dès qu'on peut en attaque, le mismatch plus petit, le voici, et sauf que les aides se déclenchent, donc ça permet tout ça. Et comme dit aussi, l'ajustement, c'est d'avoir un Washington qui ne prend pas le 3 points, qui attaque aussi en close-out, donc ça c'est très très bien. Et puis donc, deuxième post-up d'affilée joué, plus ou moins d'affilée. Et donc cette fois, Tatum n'est pas du tout ancré au sol. Vous voyez, il est beaucoup plus haut sur les appuis, comparé à tout à l'heure. Beaucoup plus haut et pas du tout bas par rapport au niveau du sol et prêt à repousser le contact. Et donc que se passe-t-il? Cette fois, c'est là qu'il attaque sur la puissance. Voilà, donc c'est aussi comme dit, le jeu de jouer un même système plusieurs fois, c'est qu'on prend à revers une première fois, puis une deuxième fois sur l'ajustement. Donc là, Tatum qui essaie de s'ancrer au sol, on n'y va pas sur la puissance. Contre-move, hop. Et ensuite, non c'est là. Et ensuite, Tatum qui se dit, bon, je vais pas me faire avoir vu qu'il va pas m'attaquer frontalement. On attaque frontalement. Et donc voici. De nouveau pick and roll et de nouveau un mauvais tir de la part de Dallas que j'aime pas trop. Donc on vient cibler pick and roll, Tatum, et on dégaine le pull-up à 3 points. Bon, il est capable de les mettre en Irving évidemment, mais juste que quand il est pas en forme, c'est vrai que c'est un peu dommage. Mais pour le coup, bon, c'est un bon tir. C'est un bon tir. On peut s'en contenter, même si on aurait pu peut-être faire beaucoup mieux que ça. Cette fois, c'est Doncic qui va attaquer. On va cibler Tatum. Sauf que hop, la pression elle est un peu plus haute au niveau du pick and roll, donc on n'arrive pas totalement à libérer une passe. Et donc on enchaîne position d'après. Qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez sur la remise en jeu, après le ralenti, le switch. On vient faire une coupe ici pour obtenir le bon switch. Derrick White sur Doncic, plus petit évidemment. Donc là on attaque. Et puis de nouveau donc Doncic, on remonte le ballon, on va aller cibler Tatum une nouvelle fois. Sauf que hop, vous voyez que on joue un peu avec les mismatchs. Orford qui dit attends, prends-le. Voilà, on va le cibler. Ça switche pas, mais l'espace est complètement congestionné, donc y a rien à faire. Il y a vraiment rien à faire. Vous allez voir que ça fait tourner. De nouveau, là pareil. Jones qui est pas du tout respecté. Le close-out est totalement soft. Donc Derrick White se jette pas sur le 3 points parce qu'on veut le laisser shooter plutôt, donc on reste en position. Voilà, on peut contenir le drive, l'expertise de Derrick White. Pas d'espace, ça fait tourner et on prend un mauvais tir. Voilà, c'est aussi le genre de très mauvaise possession de Dallas à cause de ce manque de spacing. De nouveau, qu'est-ce qu'on fait? On va cibler cette fois Al Horford et une petite erreur en termes de switch qui donne un des seuls paniers grand ouvert, un dunk, passe sur pick and roll et le dunk. Et pourquoi? Parce que au niveau de l'écran, on a un peu confusion. Ici, on a Jrue Holiday qui veut pas switcher. La pression très haut sur le ballon de la part de Al Horford et Jrue Holiday qui switch mais qui part trop tard. Et donc, vous voyez que quand Jrue Holiday essaie de revenir sur Lively est déjà en train de partir, donc ça fait quasiment de facto un 2 contre 1 sur le ballon, pas voulu, mais de facto c'est un peu ça, et donc le rôle est totalement libre. Et la rotation depuis le côté faible est pas du tout en place. Donc pour une fois, un bol d'air frais pour Dallas qui arrive à provoquer ce genre de switch, et c'est aussi pour ça qu'on ne veut pas, a priori, que Al Horford défende, donc Al Horford défende le pivot, Gafford ou Lively, parce que vous voyez que dès qu'on a un vrai rollman, dès qu'on a une vraie menace de roll, ça change tout. Ça change tout entre Lively ou quand c'est Derrick Jones Jr. qui est défendu par Horford. On n'a pas du tout la même physionomie de pick and roll. Et donc là, 2 points faciles pour Dallas. Donc tant mieux. Un petit système pour Dallas, qu'est-ce que c'est? C'est une sortie d'écran là, un flare screen pour essayer de provoquer un switch. Ça ne switche pas, c'est pas grave. Donc on va attaquer sur isolation. On attaque, sauf que pas de spacing. On se contente d'un tir dans le périmètre. Voilà, encore une fois, vous allez voir. Porzingis qui abandonne complètement Jones Jr. ici. Le terrain est bouché. Donc, Irving ne peut pas totalement aller au panier. Espace bouché. Donc, je suis obligé de me contenter de ce pull-up contesté en plus, plutôt qu'un lay-up directement au niveau du cercle. Et donc, pas rentable du tout cette opération. Surtout quand donc il ne les met pas. On avance avec donc de nouveau un pick and roll. On va aller cibler Porzingis. Pour une fois, on a Porzingis qui défend Lively, donc on va pas se priver. On va essayer de jouer là-dessus, mais c'est assez mal négocié. Bonne défense de Brown qui reste accroché. On retente encore une fois, sauf que là, plutôt que
Là, c'est un peu une erreur pour moi. C'est un peu une erreur parce que Doncic, plutôt que pour une fois qu'on a Porzingis qui défend Lively, donc on est sur le pick and roll 1-5 classique, plutôt que de driver ici, de mettre la pression d'un côté et que le roll mette une pression de l'autre côté, donc le fameux 2 contre 1 face au drop ici, qu'est-ce qu'il fait? Il fait pas du tout ça, il drive pas, il revient sur la main gauche, il fait un snake plutôt que d'arriver jusqu'au panier. Donc occasion manquée, à mon avis occasion en or manquée de la part de Dallas. On renverse sur PJ Washington qui, là encore, qu'est-ce qu'il fait? Bon, on lui a mis Derrick White sur lui en tant que mismatch, enfin que match-up, pardon. Donc on peut l'attaquer sur attaque de close-out en bully ball. Voilà, donc ça c'est pour le coup, autant Doncic il gère assez mal son action là pour le coup. On va pas du tout cibler, on va pas faire un drive pour mettre la pression au panier. On revient sur on snake pour un step back, c'est un peu dommage. Par contre là, c'est très bien fait. On va au panier et vous voyez que Derrick White, ça fait 3-4 fois que il est incapable d'arrêter ce bully ball de la part de Washington parce que Washington est beaucoup plus gros, très simplement. Voilà. Vous voyez que de suite, Boston s'est ajusté, donc sur cette possession, on n'a plus Porzingis sur Lively, on a de nouveau Tatum comme prévu, et donc ça switch comme prévu, pas de roll facile, pas de joueur qui peut rouler au panier, et on fait un side pick and roll. Sauf que la défense de Boston, elle s'y attend. Alors qu'est-ce que c'est side pick and roll? On a déjà expliqué, hein, mais on libère tout un quart de terrain ici, personne dans le corner. On fait attaquer side, on part sur un pick and roll qui part sur le côté pour aller cibler le positionnement de Porzingis. Donc pour le coup, il va pas sortir haut, il va rester plutôt en retrait. 2 sur le ballon, pick and pop possible avec Maxi Kleber, c'est mieux que Derrick Jones Jr. Sauf que la bonne défense passe un peu nonchalante peut-être, mais la bonne défense en tout cas de Tatum qui empêche la passe et donc ça libère. Ça provoque un turnover qui en plus va créer de la transition. Donc bonne défense de Tatum pour le coup ici. Alors que là vous voyez le système de la première mi-temps, le système avec 2 options. Une option pour le corner, une option qui remonte. Souvenez-vous, cette fois il prend l'option hop qui va vers le côté. Malheureusement pas servi parce que Jaden Hardy peut-être aussi. Vous voyez à quel point Jrue Holiday met la pression. Donc au moment où il y a un décalage, Jrue Holiday est sur Hardy qui ne se sent pas de faire la passe au bon timing. Donc bon, occasion manquée, on se retrouve avec isolation loin du panier. On vient amener Porzingis et Lively dans l'action. Et l'action est bonne, hein. L'action est bonne. Il y a le décalage, c'est parfait. Donc on a Porzingis qui sur l'écran monte haut, 2 sur le ballon, ça switche pas évidemment avec Porzingis. Donc 2 sur le ballon, on passe par-dessus. Lively qui est en 3 contre 4 ici, hein, vous le voyez. 1, 2, 3, 4 contre 1, 2, 3, super. Sauf que le problème c'est ça. C'est que la position est presque finie en fait. Et qu'il n'y a pas le temps en fait. Il n'y a pas le temps d'exploiter ce mismatch. C'est un peu cet avantage, ce décalage. C'est ça qui est un peu dommage, c'est que le système est bon. Là, il y a une première occasion manquée parce que Hardy, sous la pression de Holiday, fait pas la passe à ce moment-là, ici. Et puis on retombe sur l'isolation. On implique Porzingis ici sur l'écran, super. On arrive à trouver le décalage, sauf qu'il n'y a plus assez de temps. Il n'y a plus assez de temps pour l'exploiter. Donc c'est vraiment dommage ceci. Avançons de nouveau Doncic qui va cibler Tatum, le voilà. On switch Tatum de manière automatique, plus on va le protéger. Donc on a déjà, regardé, hein, on a déjà le stunt ici, côté Sam Hauser. On a aussi dans le corner, on respecte pas forcément Jaden Hardy. Regardez, Jrue Holiday comme il est placé. Et donc, Doncic qui fait n'importe quoi, mais parce que le terrain est totalement bouché. Donc le switch c'est bien, mais sauf qu'ensuite il est protégé. Et donc Porzingis qui va venir dans la raquette, le stunt ici, et quand Doncic arrive dans la raquette, il y a 3 ou 4 personnes autour de lui. Et il balance un peu n'importe comment. Et puis on enchaîne de nouveau, cette fois c'est même Jaden Hardy qui va cibler Tatum, sauf que hop, petite erreur de dribble, donc on n'y arrive pas. Et de nouveau, quelqu'un qui est abandonné totalement par Porzingis, hein, vous voyez, ça l'action, c'est que Porzingis, entre guillemets, il est sur Josh Green, sauf que là il y est pas, justement. C'est ça le problème, c'est que il vient protéger le panier, et on abandonne totalement Josh Green. Voilà, tu peux shooter, c'est pas grave, on est content de te laisser ce shoot. Donc le point clé sera aussi que les role-players de Dallas commencent un peu à mettre des tirs, alors que là on retrouve un système qu'on a vu en première mi-temps, souvenez-vous, le stagger twirl, donc stagger 7, 2 écrans staggered empilés, littéralement. Le twirl, c'est je prends pas les deux, je prends seulement un, je coupe, et le premier poseur d'écran revient prendre un écran, voilà. Et donc le but c'est de mettre Doncic en mouvement, comme ça il y a déjà un petit décalage, c'est parfait. Vous voyez qu'il a personne en face de lui parce que Tatum a couvert le twirl, le cut du twirl est couvert par Tatum, donc il est pas en haut sur Doncic. On est pris dans l'écran, donc décalage, petit espace, Doncic est capable de punir. Et c'est vrai que c'est un ajustement qu'on avait déjà vu dans la série contre OKC, notamment, je crois que c'était match 2 ou 3, match 2 de mémoire, où on a vu que Doncic était mis beaucoup plus en mouvement sur des actions off-ball par Jason Kidd, un peu pour contrecarrer OKC qui eux aussi voulaient bien
voulait bien quadriller l'espace et l'empêcher d'agir. C'est vrai que ce côté, le mettre en mouvement pour le permettre d'attaquer avec déjà un temps d'avance, c'est un bon ajustement qu'on peut-être on verra un peu plus sur la suite de la série, on espère en tout cas, parce que ça marche bien. Et puis là, d'ailleurs en parlant de ça, en parlant de diversité tactique de Luka Doncic off-ball, regardez, la balle sur un système en 5 out delay action aussi on appelle ça, bref on s'en fiche, c'est le poste 5 qui a la balle tout en haut avec un spacing parfait, 5 out, et donc un cut backdoor sans ballon de la part de Doncic. On voit pas ça tous les jours, mais ça lui permet d'avoir 2 lancers francs, là encore dans cette idée de on fait bouger Doncic sans ballon parce que ça lui permet de créer des décalages qui sont un peu autres et qui permettent aussi de, voilà, on a de l'autre côté dans ce 5 out, le ballon est là et une action côté faible entre Irving qui fait une sortie d'écran, en tout cas on pense que c'est ça, hein. On est sorti d'écran pour Irving avec Exum, donc l'attention de Porzingis elle est mobilisée par cette action, donc ça vient pas aider depuis le côté faible, donc le cut est ouvert de lancer franc. On avance avec un autre bon système de jeu à mon avis. Qu'est-ce que c'est on va cibler Porzingis parce que c'est ce qu'on veut faire depuis le début, ok, on le fait avec Exum parce que Boston met Porzingis exprès sur Exum, mais vous allez voir que quelle est la différence, c'est vu qu'on n'a pas un spacing organique, un bon spacing, on va essayer d'en créer un de manière un peu factice. Et donc qu'est-ce qu'on fait? On libère tout un quart de terrain pour le pick and roll. Et donc en effet ensuite Boston met 2 sur le ballon parce que évidemment Porzingis ça switche pas, donc 2 sur le ballon. Et sauf que tout ce quart de terrain qui est libéré, ça permet d'avoir un pick and pop totalement ouvert pour Exum. Et en effet, c'est le genre de tir que pour l'instant les role-players de Dallas n'ont pas mis, mais en même temps, si vraiment t'es capable d'enchaîner et d'avoir de plus en plus de ce genre de 3 points très 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 grands ouverts, au bout d'un moment tu vas quand même arriver à en mettre quelques-uns quoi. Donc c'est un peu l'idée, et là le fait de libérer tout un quart de terrain pour le pick and pop dans un fauteuil, avec aucune pression, aucun close-out, ni rien, ça fait qu'on a un 3 points ouvert qu'en plus il met, donc c'est génial, mais j'aurais eu la même réflexion si le tir n'avait pas été mis, mais c'est un truc qu'on n'a pas vu souvent, hein, ça pour le coup, souvenez-vous, on l'a vu en première mi-temps, ce côté tout un quart de terrain qui est libéré pour un pick and pop de Maxi Kleber, souvenez-vous, là c'est pareil, donc c'est pour Exum, et donc plein d'espace. Et même des Josh Green, même des Derrick Jones Jr., même des PJ Washington, ok, ils peuvent être en manque de réussite, mais si tu leur donnes des tirs dans un fauteuil comme ça, si tu arrives à en obtenir plusieurs d'affilée, des tirs dans un fauteuil comme ça, au bout d'un moment ils vont en mettre, hein. Donc faut un peu miser là-dessus et essayer de libérer des tirs de qualité pour ces role-players là, en espérant qu'au bout d'un moment ça rentre. De nouveau, qu'est-ce qu'on fait? Doncic qui va attaquer le mismatch, cette fois il va chercher Al Horford, voilà. Donc d'ailleurs un peu le retour du double drag, même si un peu plus subtil que ce qu'on a vu contre les autres séries, mais 2 écrans, piqué dans la 2 écrans, double drag, un premier écran pour essayer d'impliquer Pritchard, ça ne switche pas, ok, donc un deuxième avec Al Horford cette fois, Horford il va switcher, c'est parfait, on a le mismatch qu'on voulait, et comment est-ce qu'on va l'attaquer? Sur du dribble, c'est bien, on va jusqu'au panier, sauf que ensuite il n'y a pas d'espace. Donc c'est un peu dommage, et heureusement PJ Washington, comme à son habitude, qui vient sauver une possession durant ses playoffs, on a l'impression qu'il le fait 4 fois par match. Et voilà, là pour le coup, j'aime mieux, hein, vous le savez, mais il y a un côté où Boston switch et demande à Al Horford de presser haut, de mettre de la pression ici, sachant qu'il y a des aides derrière. Donc plutôt que d'attendre bas et de laisser une vraie isolation, il presse haut pour inciter à driver vers de l'aide. Sauf que cette fois, plutôt que prendre le pull-up à 3 points contesté par Al Horford qui est très haut, qui peut contester, on drive jusqu'au panier. Ok, il n'y a pas de place ensuite, mais au moins on est à l'intérieur. C'est juste que, malheureusement, il y a peut-être pas assez de spacing pour le coup, peut-être pour agir et pour faire quoi que ce soit. Et encore, je dis ça, mais je pense que il aurait totalement pu le prendre là si j'arrive à y arriver. Là, sur son spot, il y a des fois, il le prend ici, hein, le tir, hein, Horford par-dessus. Doncic par-dessus la longueur d'Horford, on l'a déjà vu faire, donc voilà, là il le prend pas, c'est un peu dommage, mais voilà. Donc on avance, nouveau pick and roll, nouveau double drag, là cette fois vous voyez que 1 écran, 2 écrans, cette fois Pritchard vient switcher, donc pas de deuxième écran vu qu'on a déjà le switch qu'on voulait, hein. On a Pritchard, donc Horford, Washington tu t'en vas, c'est pas grave, on a le mismatch, et donc Doncic attaque le mismatch, il va sur son spot, lancer franc, et ça manque le tir et le rebond offensif aussi. C'est un peu dommage parce que là pour le coup, c'est quand même plutôt un bon tir. Arriver à libérer, à créer ce mismatch et faire de la shooter Doncic au niveau de la ligne lancer franc par-dessus de Pritchard, c'est pas un lay-up, on est d'accord, mais c'est un plutôt bon tir. C'est juste, entre guillemets, juste que il l'a pas mis ce tir, donc ça c'est un peu dommage. Par contre, évidemment, mais en soi le tir dans l'esprit il est assez bon, je trouve, donc pas trop de problème avec ça. Et puis de nouveau, qu'est-ce qu'on fait? On va essayer de punir le côté match-up et le côté switch avec le gros Gafford qui a fait un très bon match défensivement. Si ça vous dit d'aller voir la vidéo que j'ai fait aussi pour décrypter l'attaque de Boston, et qui en plus donc en attaque lui-même a été bon. Donc là il y a le switch, il vient s'installer au poste bas.
et panier. Et c'est vrai que c'est peut-être un truc sur lequel on n'a pas assez insisté parce que, certes, le match-up de base Tatum sur Gafford, bon, on veut un peu le punir, mais on peut pas non plus trop insister. Parce que, mine de rien, Tatum, il est quand même grand, costaud, donc si tu fais 10 post-up d'affilée Gafford, c'est pas rentable. Ok, on est d'accord. Par contre, c'est vrai que cet aspect de, sur le switch, non pas aller attaquer dans le périmètre, mais aller attaquer ici, le beaucoup plus petit Derek White qui défend Gafford, ça c'est vrai que ça a peut-être pas été assez fait, et là on voit que c'est pas un post-up en plus, hein. Enfin si c'est un post-up dans le comment dire, au niveau des stats et tout ça, mais si vous voulez là c'est juste j'attrape le ballon proche du cercle et puis voilà. Mais c'est pas un move de post-up, c'est pas de la création pure de post-up, c'est juste je vais m'installer au poste bas, je verrouille la position face à un plus petit et puis j'en tire profit, donc c'est parfait, on voit que Gafford avec cette puissance qu'il a, il peut punir un peu plus les mismatchs ou les match-ups de par sa puissance, contrairement à Lively qui est beaucoup plus fin et qui a pas cette donnée là, alors que là on voit de nouveau Pritchard sur Doncic et la bonne défense de Pritchard. Le tir est manqué, mais donc un écran posé très très haut, encore une fois. Donc on obtient le switch. Donc vu qu'on a le switch, le deuxième écran, c'est pas grave, tu peux partir. Hein, lui dit Doncic, voilà, tu s'en vas. J'ai pas besoin de Tatum si j'ai Pritchard. Et donc là encore, vous voyez, 1 contre 1, sauf que Boston va protéger ce 1 contre 1 avec des mecs qui rôdent dans la raquette, pas du tout respecter le don't take zoom. Ça fait close out. Encore une fois, le close out, c'est pas un hard close out, c'est un soft close out où ça se jette pas. Hop, on reste en position, on reste sous contrôle parce que on craint pas le 3 points. Et derrière, là encore, ça essaie de post-up, ça prend le fadeaway. Bon, c'est pas génial. Et en plus, Pritchard résiste assez bien en contact ici, là pour le coup, donc tant mieux. Mais voilà, c'est peut-être aussi ce genre de situation où Doncic, à l'avenir, peut être capable d'aller un peu plus sous le panier. C'est un peu dommage de ce point de vue-là. Et puis de nouveau, un pick and roll, et de nouveau, vous allez voir l'ajustement qu'on a vu tout à l'heure en première mi-temps, mais l'excellent ajustement un peu de sérendipité ou pas. Qu'est-ce que c'est? La petite passe par-dessus pour Gafford, la position au panier. Alors qu'est-ce que c'est? Pick and roll un peu classique, voilà. Derek White sur Irving, le pick and roll avec Tatum, ça ne switche pas de problème, mais Gafford, non pas sur post-up, un peu post-up de création, mais là, il va tirer profit de son match-up. On a voulu mettre Tatum sur Gafford pour protéger Horford, pas de problème, sauf que Gafford est beaucoup plus grand, donc il prend la position intérieure, vous voyez qu'il il verrouille la position avec Tatum, il le garde dans le dos, et il se libère tout cet espace, et donc en effet, quand Irving vient driver, il va dans la raquette, et comme il y a la position intérieure qui est libérée, il y a toute cette poche pour Gafford. Dunk facile. Donc là, franchement, honnêtement, moi, c'est peut-être mon système préféré, en tout cas mon ajustement, ma petite action préférée de ce match par rapport à Dallas, parce que c'est très simple, hein, et ça permet de punir le match-up de Tatum Gafford de manière un peu créative et pas non plus très compliquée. Alors que là encore, c'est peut-être un truc, vous voyez, ça attaque en semi-transition. Certains l'appellent aussi early offense. Qu'est-ce que c'est? C'est la défense, c'est pas complètement mis en place, et donc Irving attaque très tôt dans la possession. Voilà, comme ça il attaque et la défense n'est pas en place. Ça fait pas des stuns, ça fait pas des aides, on n'est pas prêt. Donc ça libère un panier. Et ça, c'est vrai que Dallas devrait peut-être le faire plus souvent, de libérer des situations un peu faciles comme ça en accélérant en transition. Ils le font pas assez. Par contre, Boston, eux, le font beaucoup. Et Boston arrive à générer beaucoup de points faciles. Je me demande, est-ce que ça aussi, il faudrait pas un peu mettre l'accent là-dessus, côté Dallas, d'essayer de créer beaucoup plus sur la semi-transition en accélérant le rythme et en attaquant très tôt dans la possession. Et puis de nouveau, le pick and roll Irving Gafford, sauf que ça ne switche pas. Vous allez voir que hop, Irving, on a la balle, on refuse l'écran carrément, on part pas sur le côté, on refuse l'écran, on part de l'autre côté, sauf que White est en place, et de nouveau, isolation, pull-up un peu contesté. Et voilà. Et c'est vrai que les jours de match où Irving est en forme et fait un hit check, il y a pas de problème. Sauf que là, aucun des pull-ups n'est rentré, donc je suis pas fan non plus de ce choix-là pour le coup. En termes de sélection de tir pour Irving, de nouveau on va s'installer early offense, semi-transition, on va s'installer au poste bas contre Jourlidé, isolation, voilà, on attaque, tout un quart de terrain qui est libéré, hein, vous voyez, tout un quart de terrain qui est libéré, mais contre Jourlidé, il est pas capable d'aller au panier. Très très bonne résistance qui est offerte par Holiday. Autant Holiday il peut pas contenir Doncic, autant Irving, oui, il peut le repousser totalement sur le côté dureté physique, physicalité j'allais dire pour l'anglicisme, et donc on s'en remet ensuite à Doncic, hop, s'il arrive à remonter. Fin de possession, Doncic qui attaque un mismatch, sauf que pareil, stunt ici, donc c'est pas totalement un contre un. On a le stun qui vient ici, plus les aides dans la raquette, donc le parcours est un peu compliqué et ça fait un très mauvais tir obtenu au final pour Dallas. On continue, Irving qui va attaquer Porzingis,
Et là encore, vous avez vu le stunt de la part de Tatum qui n'hésite pas à venir aider. Hop, il est là. Donc on vient cibler Porzingis, ok. Sauf que Tatum, à une passe près, il vient aider. Donc que fait Irving? Il pensait avoir un pull-up tranquille face à Porzingis qui reste bas sur le niveau de l'écran. Pas de problème, sauf que Tatum vient aider. Donc, ah mince, je fais la passe. Et sauf que la passe, pourquoi est-ce que Tatum vient aider? C'est parce qu'il craint pas du tout le 3 points de Washington. Donc, ok, 3 points libérés. Alors en plus, bonus rebond, heureusement. Mais voilà, c'est aussi ces systèmes de stun qui ne respectent pas les shooters de Dallas, qui permettent de bien contenir Doncic et Irving. Vous le savez, vous avez compris maintenant. Et là, pareil. Qu'est-ce qu'on a? Doncic, pick and roll. On va essayer d'impliquer Porzingis. L'écran parfait. Ça dégaine le pull-up parce que Porzingis est bas par rapport au niveau de l'écran. D'ailleurs, Gafford, regardez, qui pose un écran pour partir sur la gauche au début. Et en fait, au final, non. Je change l'angle de l'écran au dernier moment. Comme ça, on prend un revers. On arrive à bloquer Jour l'idée. L'espace pour le pull-up à 3 points. Ça dégaine. Malheureusement, c'est loupé. Donc, c'est vrai que pour gagner des matchs, ça aide de mettre des 3 points finalement et de pas shooter à 23 ou 24% à 3 points, qui est vraiment un score catastrophique. Alors que là, excellent système. Je sais pas si c'est fait exprès ou pas, mais le retour du double drag, 2 écrans, un deuxième écran ici, et avec personne dans le corner. Mais juste Doncic qui est très haut. Et quelle est la conséquence un peu? C'est que quand ça va attaquer le deuxième écran, donc Porzingis qui est en drop, vu qu'on a personne ni sur l'aile, ni dans le corner ici, personne ne peut venir s'interposer sur la main sur le drive de Irving. Vous voyez que du coup, à part Brown et Doncic qui sont très hauts, mais c'est beaucoup trop haut pour s'interposer ici, du coup personne vient aider, on peut driver jusqu'au panier. Et c'est vraiment le point clé de cette série pour moi, comme ça a été le point clé des autres séries avant pour Dallas, c'est d'arriver à libérer le côté fort comme ça, pour faire en sorte que les drives de Tatum et de Doncic et de Irving puissent être faits sans aide, sans obstacle, sans opposition. Là, c'est ce qui a été fait. De nouveau, on va cibler Tatum. Cette fois, ça ne switche pas. Je vous l'ai dit qu'il reste collé à Irving. Donc, on s'en remet en isolation, pull-up, un peu compliqué, et ça ressort. Donc voilà, ça switche pas. Isolation, tir compliqué. On n'arrive pas à faire grand-chose. Et puis malheureusement pas en forme, donc le 3 points ne rentre pas, ça c'est un peu le thème de ce match-là, vous aurez compris. Et là, on revient de temps mort, il reste 3 minutes à jouer dans le match, et pour la première fois, on voit un Spain pick and roll. Et comme par hasard, ça marche. Et c'est là-dessus, c'est vrai que c'est un peu dommage que pour l'instant, Jason Kidd, vous avez vu le plan de jeu qu'on a déroulé, il est assez simple, même assez simpliste, si on veut peut-être une connotation un peu plus négative, mais on est sur la chasse au mismatch très basique, et c'est vrai qu'on a un peu perdu pas mal de systèmes qu'on avait vu sur les séries d'avant, le double drag, le Spain pick and roll, de ce genre de système, et en l'occurrence, là, enfin, le retour du Spain. Pourquoi aussi est-ce que Kidd en faisait peu? C'est parce que, comme ça fait un switch all, il se dit, y a pas besoin de faire des écrans, mais en fait, si. Je pense que même face à un switch all, vous voyez que ce genre d'écran crée de la confusion en fait. Donc le Spain, qu'est-ce que c'est? C'est un pick and roll classique ici, tout en haut. Voilà, pick and roll normal. Et le Spain, c'est un écran, un back screen ici. Hop, je viens poser un écran dans le dos du deuxième défenseur. Voilà, donc un premier écran normal plus un écran dans le dos, ce qui libère le rôle de notre ami Derrick Jones Jr. Voilà, on est fin de match, malheureusement, 3 minutes à jouer. Je me demande pourquoi est-ce qu'on l'a pas vu plus tôt, et je me demande pourquoi est-ce qu'on n'a pas vu match 1 non plus. Mais ce Spain pick and roll, même face à un switch all, ça crée de la confusion. Parce que là, on sait pas, on est censé... Enfin voilà, je vais essayer de redétailler, pardon. Là, ça switch sur l'écran. Sauf que regardez, après le switch, Jalen Brown switch sur Jones Jr., ok. Sauf qu'ensuite, Jones garde la position intérieure. Et donc, il a la position, il peut rouler au panier. Il n'y a pas d'aide parce que le Spain entraîne, sort de la raquette l'aide. Et donc, une fois qu'il a la position, il peut rouler au panier. Et la magnifique passe de Doncic pour le panier. Voilà, j'insiste un peu, mais parce que ce Spain pick and roll, pour moi, il faudrait le faire un peu plus, parce que même face à un switch all où on se dit, changer sur les écrans, ça permet d'anéantir tout décalage. En fait, non. En fait, il y a encore une marge de manœuvre et un certain chaos qu'on peut créer grâce à des systèmes un peu plus complexes et des actions un peu plus complexes. Là, de nouveau, isolation très simple et encore un turnover plus ou moins non forcé, même si Tatum a mis la main. Mais encore une paire de balles, encore un déchet de la part de Irving et de Dallas. Et puis un peu de bully ball qui fait du bien de la part de... Hop. Mince, je suis perdu. C'est là. Non, c'est pas là. C'est là, voilà. Pardon. Bully ball de la part de Washington, malheureusement. Là encore, pourquoi est-ce qu'on le voit avec 2 minutes à jouer à peine? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas vu plus tôt des isolations du gros pivot Washington qui a un mismatch face à des plus petits? C'est un peu dommage. Là encore, autre excellent écran, excellent système, c'est l'écran posé extrêmement haut. On est même dans le camp de Dallas, vous voyez.
Et donc ça fait qu'on peut attaquer dans tout cet espace à l'Horford. Et malheureusement, Doncic le fait pas de suite, mais il y arrive finalement. Voilà, c'est encore un excellent système et qu'on avait un peu réclamé, ce côté écran posé très haut. Même si là en plus Doncic, il aurait pu attaquer, continuer à attaquer. Bon, il l'a pas fait, c'est un peu dommage parce que ça donnait un peu de temps à la défense de se réorganiser, mais voilà, l'écran posé très haut, ça fait que, hop, on obtient le switch ici, ou en tout cas on crée un décalage très très haut, et plein d'espace pour attaquer, c'est ce qui se passe. Et donc Doncic, ensuite, ça attaque, ça va jusqu'au panier. Bon, la différence c'est que, pourquoi est-ce que ça fait pas un stun ici? C'est parce que il reste 1 minute à jouer, il y a 10 points d'avance, donc on s'en fiche, on fait pas faute, on laisse dérouler le chrono. Mais voilà, je pense qu'il y a aussi un filon à creuser ici à mon avis. Mais donc voilà pour ce décryptage tactique d'une attaque de Dallas qui est poussive, mais qui n'empêche souffre aussi de son manque de spacing. Et au-delà du manque de spacing, il y a aussi peut-être que on peut espérer tout de même que des role players shootent un peu mieux à 3 points, notamment. Je crois que Doncic est encore le seul joueur qui a mis plus de 3 points dans sa finale pour l'instant, donc c'est problématique. Donc oui, Dallas n'a pas un top spacing, mais on peut espérer que les role players shootent un peu mieux pour punir tous ces dézonages qu'on a développé, et puis peut-être un plan de jeu un peu plus complexe de la part de Jason Kidd, ça ferait un peu de bien. Bref, voilà pour ce décryptage tactique. On se dit à très bientôt pour un nouveau décryptage tactique ou un nouveau podcast. Ciao.